Donc André Balthazar, l'histoire du délibule démarre... En 57. Mais avant ça, il y avait eu les éditions de Montbéliard et la création de l'Académie de Montbéliard vers vers 54, 55. Cette fameuse académie dont votre chien en était le président, c'est bien ça? Non, non. On m'a raconté n'importe quoi. Non, on faisait des séances académiques et à un certain moment, effectivement, je n'avais pas de chien à l'époque d'ailleurs, effectivement, plutôt que d'honorer le poète Achille Chavée qui nous était très proche, on a reçu, selon les termes académiques, Mimite, qui était le petit chien désagréable de Chavée. Voilà. Mais c'était à la fois une façon de, disons, taquiner Chavée, mais surtout de taquiner le principe académique. Et voilà. Okay. C'était déjà un petit peu nos impertinences, comme on disait. D'accord, donc c'était axé sur une idéologie un peu dadaïste. Oh, si on veut. Vous savez, on nous a taxé taxé, enfin, on nous a assimilé un peu à l'esprit dadaïste, parce que le préambule, dans le numéro 1 de 57, le préambule s'intitulait « Ne pas ». Donc il y avait une négation qui était sans doute assez proche de façon de faire ou de dire des dadaïstes. Or, nous avions donné ce titre à ce préambule parce que nous l'avions écrit à forme affirmative et en le relisant, on trouvait que ça avait un côté un peu, disons, un peu austère et éventuellement un peu prétentieux. Mais bon, on va le mettre à forme négative. D'accord, donc ça date de 57, donc oui. Le grand démarrage. Du monde qu'on appelait moniteur. D'ailleurs, écoutez, il y avait là, déjà, on parlait d'impertinence il y a un petit moment, mais il y avait déjà dans le choix du terme académie pour une fermette en ruine, où nous ne passions que le week-end. C'est une façon d'honorer la fermette, mais pas nécessairement d'honorer l'académie ou les académies en général. C'est un pied de nez à l'institution. Aux institutions. Aux institutions de l'époque. Oui, et tout ce qui avait un caractère plus ou moins académique portait son nom. Et notre revue, on l'a intitulée Moniteur, ce qui est aussi une façon de donner des dimensions un peu grandiloquentes, c'est-à-dire finalement ici, dans la mesure où on savait ce qu'il y avait dedans, aussi dans le même esprit. Et donc le délibule est né quand l'idée du... L'idée d'escargot est née comment, avec qui plus tard, l'escargot. Je vous ai dit qu'il y avait d'abord un premier logo ou emblème, qui était un petit cube, enfin l'image, un petit cube creusé, une espèce de cylindre, ce qui impliquait la rencontre entre le vide, puisque c'était creusé, du cylindre, et le plein du cube. C'est ça. Et là aussi, il y avait une sorte d'ambiguïté. Donc c'était... Et l'escargot
est venu lorsqu'on a fait une grande biennale, une grande exposition à la Fondation Magde. Donc, quelle année? 76. En 76. Où on a adopté l'escargot, parce que l'escargot, de toute façon, dès le premier numéro, nous occupait déjà, grâce à Marcel Avrène, qui dans son texte, Marcel Avrène qui allait mourir quelques mois après, dans son texte Linéament de l'univers boule, on disait boule à l'époque, maintenant bulle, donnait pour emblème un limaçon replié sur lui-même pour donner l'illusion de la vitesse, ou quelque chose comme ça. D'accord, donc c'était... Il existait déjà, si vous voulez, mais pas comme logo. Le logo est apparu, et c'était un logo que j'avais repris dans un livre d'histoire naturelle. Mais cette idée de lenteur de l'animal était connectée à un état d'esprit général Mais sans doute, parce que la lenteur, c'est aussi la réflexion. Ou l'apparente réflexion. Nous n'étions pas des penseurs. D'accord. Et nous voulions peut-être parfois le paraître. Mais surtout aussi, l'escargot avait le grand privilège de son indépendance, puisqu'il portait avec lui l'ensemble de ses biens, et que cette petite coquille était recouverte par un signe qui ressemblait très fort, cette spirale, qui ressemblait très fort aussi à la gidouille du père Ubu. D'accord, nous y voilà. Mais non, mais c'est tout un ensemble de rencontres. Oui. Parce que dès que le délibule paraît, poussé d'ailleurs aussi par l'amitié d'un certain nombre d'amis, parce que Bury sortait de Cobra, on est au début, je vous ai dit, 53-54, mais quand il part en 57, nous avions déjà donc des contacts aussi avec Marcel Avrène, avec Paul Collinet qui venait de Cobra et qui avait toute une aventure plus dans le surréalisme, enfin Avrène dans le surréalisme révolutionnaire. Et aussitôt arrivent les amis aussi que Bury avait fréquentés dans Cobra, c'est-à-dire Alechinsky, d'Autremont, et puis les amis des amis, c'est-à-dire Fantomas et son équipe, André Blavier à Verviers et son équipe de Blavier, Temps-mêlé, très proche des pataphysiciens. C'est ça. Mais donc la connotation pataphysique est venue très tôt, pratiquement. Oui, mais c'est une connotation. Bury lui a fait partie, après coup, du collège de pataphysique. J'ai ses diplômes d'ailleurs ici, à Paris. L'un est signé par... mais en fonction surtout de son œuvre de sculpteur, et où là il n'était pas délibulesque, il était lui, mais c'était apprécié par le diplôme d'ailleurs est signé par un est signé par Raymond Queneau et l'autre par Ionesco, et donc bon, et puis dans les expositions comme celle qu'on évoquait à Saint-Paul et puis avec d'autres, là, ça accentue le nombre de collaborateurs, amis d'amis, etc., augmente diversement, et cette espèce parfois de confusion était pour nous plaire, parce que nous aimions bien de bousculer un petit peu les conventions. Pas seulement les conventions, mais aussi les artistes, les abstraits. N'oublions pas qu'à l'époque, les oppositions étaient multiples.
aussi bien donc même pas confronter, mais les réunir, parfois contre leur volonté, ou en tout cas non exprimée. Abstrait froid, abstrait chaud. On disait d'ailleurs, quand j'entends le mot abstrait froid ou abstrait chaud, le délibule sortait son thermomètre. D'accord, donc c'était il y avait une part de plaisir et de jeu, hein, c'était pas... C'est de l'ironie par rapport à l'art construit, hein, une certaine forme d'institutionnalisation de l'art à l'époque. Du marché aussi peut-être. Je ne peux pas le dire, parce que Bury était trop engagé. Bury a quitté la Louvière en 61, donc en 75 par exemple. Et puis, moi j'étais dans l'enseignement, j'étais sorti de l'ULB, j'étais romaniste, j'enseignais ici à Morlanoué. J'étais pas bulle quand j'enseignais, Bury n'était pas bulle quand il faisait son œuvre. Il y avait des caractères d'humour indiscutables, mais l'humour n'appartenait pas et le début n'aurait jamais voulu souhaiter imaginer en être le maître. Mais à votre avis aujourd'hui, cette forme d'humour, est-ce qu'elle se perpétue dans le monde contemporain qui nous entoure? Est-ce que vous voyez des continuateurs de cette lignée? Pas tellement. Non? Non. Non, parce que ce qui a fait peut-être un peu l'originalité de notre démarche, c'est que l'humour qu'on nous prêterait était teinté aussi, disons, de faux sérieux. Alors que, comme beaucoup d'autres domaines de la pensée ou de l'écriture, c'est le sérieux le plus souvent qui domine ou qui veut s'affirmer. On était à l'opposé. Il est rare, par exemple, je crois, de trouver, enfin je me trompe peut-être, il y en a sûrement, puisqu'il y a eu beaucoup de rencontres, il y en a beaucoup qui sont attachés, mais pas nécessairement à la pensée bulle, puisqu'elle était indéfinissable. Mais le fait de s'y attacher était déjà une attitude humoresque. C'était pas une théorie, la pensée bulle. D'accord. Donc aujourd'hui, ça a périclité, on peut le dire. Il reste l'institution du centre. Oui, mais ça fait 50 ans. Hein. Oui, mais il y a les éditions. Il y a eu toutes les éditions. Les éditions qui se prolongent, qui prolongent l'esprit bulle. Oui. Ben, qui prolongent ou qui accompagnent. C'est ça. Mais ça fait 50 ans quand même. Et c'est vous toujours qui vous en chargez au niveau avec votre épouse. Oui. C'est un boulot énorme. Donc il y a une parution par an, c'est ça? Oh, je ne sais pas. Et quoi? Plus qu'une parution par an, beaucoup plus. Oui. Mais... Et donc là, votre dernier projet là, qu'est-ce qui est? Moi, je ne le connais pas. Qu'est-ce qui est sorti dernièrement de votre maison d'édition? Escargot. Il y a l'exposition Escargot, j'ai vu, oui. Il y a eu d'autres expositions précédemment. C'est ça. Sur les archives des libules, et puis... Et ce dont vous êtes le plus fier dans cette grande aventure qui a duré pratiquement 50 années, ce qui vous reste, on peut imaginer quelque chose qui vous a marqué, qui vous a donné de l'énergie. Surtout les rencontres. Les rencontres que vous faisiez à l'époque. Et qui là aussi était assez multiple. Et la rencontre qui vous a le plus... Il y a évidemment Bury, puisque c'est lui qui m'a fabriqué un peu dans ce domaine-là. Bon. Mais à d'autres moments, des gens comme D'Autremont, comme Leschinski, comme Yves Klein. Yves Klein aussi faisait partie du... On a publié son premier et seul
Le dépassement de la problématique, on l'a publié aux éditions de Montbéliard, donc avant les libules même. Ah bon, d'accord, je ne le savais pas. En 58. Et c'est vous qui aviez été chercher Yves Klein ou c'est lui qui vous connaissait? Non, on avait organisé une exposition en 59, je dis 58, mais c'est 59, à la suite de l'exposition universelle de Bruxelles, à Anvers, consacrée au mouvement. Et dans cette exposition du mouvement, il y avait les amis aussi qu'on avait fait à Paris, et aussi surtout ceux que Bury s'était fait à travers une exposition chez Denise René. Et qu'est-ce qu'il avait présenté dans votre... Dans l'exposition, oui. Yves Klein, il présentait le vide. À la galerie Non. L'exposition s'est faite à Anvers. À Anvers. Au Esseneuil. C'était l'ouverture de Esseneuil. Parce qu'il avait déjà représenté le vide chez sa galeriste, Eris Clair, je pense. Peut-être bien le vide, je ne sais pas, mais... Il avait mis en scène, donc il a refait ce concept à Anvers. Il a fait un discours, c'est ça qui nous intéresse. Le discours d'Yves Klein pour expliquer son vide. Et vous avez archivé ce discours au niveau de l'écrit Bury et moi, nous l'avions trouvé drôle. Il expliquait comment il vendait son vide, un espace qu'on avait mis à sa disposition, pour un lingot d'or. Bon, il y avait quelque chose quand même, justement, qui convenait bien à une façon d'hériter. En le fond, une forme de critique un peu de l'art officiel et de l'art en général d'ailleurs. Le vide devenu un facteur esthétique presque. Il avait fait un discours que nous avions trouvé drôle. Et il avait vendu ce vide? Personne ne s'intéressait à Yves Klein à l'époque. Si, par Eris Clair, c'était de bons débuts pour... mais il était surtout préoccupé à ce moment de travailler le bleu, son bleu Klein. Et nous fréquentions de très près régulièrement à Paris l'atelier de Jean Tinguely, où Yves Klein avait sa palette, c'est-à-dire un seau de peinture bleue et un rouleau. Tinguely, Spoeri et d'autres comme Soto, Agam. Non, il y a eu les élargissements qui se sont faits aussi en fonction des activités de Bury, comme moi, en fonction des activités plus littéraires. Mais Yves Klein, à l'époque, oui. Vous le preniez pour un artiste... Oui. Mais c'était son discours que nous avions trouvé drôle. C'était le discours qui vous intéressait, oui, pas parce que le vide, moi, imaginez devoir présenter une œuvre, la sienne, enfin, qui est le vide. Et donc, qu'est-ce qu'il avait... comment a-t-il... le bouquin, hein. Ah oui. C'est un petit bouquin, ça s'appelle « Le dépassement de la problématique de l'art ». Donc, vous voyez, ça a des prétentions, si vous voulez. Lui considérait son texte comme fondamental. Hein. Et on l'a travaillé ensemble pour la mise en page. Et voilà. Ah, vous avez contribué à ce... C'est nous qui l'avons imprimé. Ah, d'accord. Et c'est chez donc, lui et lui chez nous. C'était en 58, vous me dites. En 59. En 59. Donc, est-ce que Pierre Estany était déjà dans le navire à ce moment-là? Oui, la première exposition de Klein, c'était Estany qui était très proche de Eris Clair.
C'est ça. Donc le grand théoricien qui était Pierre Estany était déjà dans cette... et qui va créer les nouveaux réalistes. Et, non, il assimile aux nouveaux réalistes, même des gens... Bury c'était un ami, Estany. J'ai même un document assez rare qu'on comptait éditer, que je n'ai pas fait. C'était les compléments au petit livre rouge de Mao. Ah bon? Oui. C'est un petit livre blanc, mais enfin, c'était... C'est ça. Et conçu par... L'Hermagnan à la marge. Donc, si on l'avait édité, nous avons travaillé sur tout ça sans un sou des pères. Donc c'est un peu un regret maintenant de ne pas l'avoir fait. Non. Il y a d'autres choses que je pourrais regretter de ne pas l'avoir fait. Mais on n'avait pas les moyens. Et vous n'aviez pas de subside, c'était bénévole. Non, rien du tout. Et on ne pouvait pas, et on n'a jamais sollicité, c'est après coup, que certains subsides relativement sages nous ont été octroyés, offerts par la communauté française, comme on disait encore à l'époque, ou la propagande artistique. Mais non, on n'avait pas... On tirait... les pockets volantes, une collection de 62 ou 63 petits volumes, on les tirait à la main et on les agrafait, on les rassemblait d'abord, on les agrafait et on les rognait. Il n'y avait même pas encore de cutter à l'époque, donc on les rognait avec les lames de rasoir. C'était la belle époque. Oui, mais comme c'était à 1000 exemplaires, et ça fait 63 000. Ouf. Ah oui, c'était un travail énorme. Donc vous étiez à la rotative, il y avait une machine... On avait simplement une petite presse, et puis à un certain moment, alors on est passé chez un imprimeur, mais l'imprimeur, pour des questions de coût, on ne lui demandait que d'imprimer les feuilles, et on s'occupait alors du pliage et tout le reste. C'était le bon temps. Internet n'existait pas? Non. Est-ce que, quand vous voyez aujourd'hui l'évolution du monde au niveau de la technologie, qu'est-ce que ça vous inspire? Je n'ai pas... vous savez, j'ai 78 ans, je suis heureux. Et vous voyez dans quel état aujourd'hui je me trouve. Bon, je n'ai pas ici d'Internet, je n'ai rien. Et au centre d'archives des libules, ils ont les choses que je pourrais. Mais il s'avère le livre virtuel ou le livre papier. Moi, je suis pour le papier. Et surtout en petite édition comme celle que nous faisons, il n'y a pas de prétention. Mais on a quand même fait aussi de certains beaux livres. D'accord. En tirage alors, plus réduit, en boîtage, et beau papier. D'accord. Bien. Donc, au niveau des... Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Rien. Vous avez conscience d'avoir marqué quand même l'histoire de l'art, quelque part? C'est pas à nous le dire. C'est pas à nous de le dire. Oui. Si certains l'estiment, mais il y a des choses que je refuse. On n'est pas des... Vous savez, les choses s'improvisent à certains moments, et puis les circonstances surtout. Les circonstances, des contacts, des liens fortuits qui s'établissent. Ce que j'appelle les circonstances. Le hasard. Pas tout à fait le hasard, parce que on a quand même toujours le droit de ne pas solliciter des gens que... Mais le fait de demander à un artiste, un écrivain dialectal, de traduire le bateau ivre de Rimbaud, le bâtir morceau, et de l'éditer en version bilingue, c'est une forme un peu de dérision quand même. C'est à la fois un hommage au régionalisme
et dérision par rapport... Est-ce que cet esprit surréaliste subsiste toujours aujourd'hui? Cette identité particulière aux artistes belges qui véhiculent cette espèce d'ironie sous-jacente, est-ce que c'est toujours lié, ou c'est lié à une époque, ou est-ce que ça se perpétue dans le temps, selon vous? Mais ça se perpétue dans le temps. C'est inscrit dans l'identité des... La pertinence ou d'autres choses concernant le mot surréalisme est employé aujourd'hui tout le temps, aussi bien pour une prise d'otage que pour, je sais pas moi, un carnaval. Le fait que je sois ici chez vous, c'est un peu surréaliste aussi. Vous ne vous attendiez pas à me recevoir. Mais non, mais c'est vrai que, alors que les choses qui nous... On était autant, proches des humoristes anglais ou des petits romantiques allemands, Lichtenberg et compagnie, que de Bretons dont on était agacé par les prises de position, toujours parfois un peu, à nos yeux, non surréalistes, justement. C'est ça. Pour Bury, lui, à 18 ans, il rencontre par hasard Achille Chavez, qui va l'initier brutalement à lui faire découvrir que les natures mortes et tout ça, c'est poubelle. Bon. Et qui va finalement l'introduire auprès de Magritte. Et Bury, en 1940, va collaborer aux 2 numéros de l'invention collective. Donc vous avez connu la grande époque, vous avez côtoyé Magritte. Je l'ai rencontré plusieurs fois, et nous avons même voulu rendre hommage à Magritte par un petit papier qu'on avait mis lors du banquet honorant Maisens. Et quand Magritte a trouvé ce petit papier, c'était depuis Panthère, là, reproduit depuis Panthère, réuni par un petit cordelet de soie, je suppose. Il s'est levé, et ça est 2 pipes. Comment? Ça est on avait mis ça est 2 pipes. Il s'est levé, a pris d'abord son chien, Loulou, et puis Germaine, sa femme, et ils sont sortis. Vexés. Donc notre hommage était mal percé. C'est bizarre, venant de Magritte. C'est pas si bizarre que ça. Non. Parce que quand Bury, après la guerre, parce qu'il y a comme eu toute cette période d'occultation, mais quand Bury, après la guerre, la dernière manifestation à laquelle il a collaboré à Bruxelles, exposition surréaliste, à partir de là, il s'est rendu compte, et il l'a exprimé, que on pouvait fort bien traduire certains... il prenait comme exemple le traumatisme de la naissance, qui a fait parler beaucoup les surréalistes, par des moyens plus picturaux que par des images. Et lentement ainsi, il est entré en situation qui n'a pas plu au papa Magritte, parce qu'on considérait Bury à l'époque, vous avez dit, en 40 il avait 20 ans, comme le meilleur épigone de Magritte. Bon, donc eux, quand Bury s'est un peu éloigné vers l'abstraction, il était devenu un ingrat, un traître, un salaud. Magritte refusait de lui serrer la main quand il le rencontrait. À ce point-là, donc il y a vraiment des guerres. Mais à l'époque, c'était comme ça aussi. Un traître. Alors peut-être aussi que justement, le fait que ce petit papillon
viennent de Délibule, dont Bury était une des têtes, a expliqué ce geste d'humeur qui a fait rigoler tout le monde. Rigoler, bon, y compris mes médecins. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à mon bon ami Magritte? Bon, je lui ai expliqué. C'est pas vrai. Voilà. Très bien. Vous pouvez interroger ma femme, si vous voulez. Mon épouse, elle connaît le Délibule aussi, par d'autres... Mais vous, madame, qu'est-ce qui vous a marqué durant ces 50 années? Je vais aller retrouver mon fauteuil. Et donc, en 61, la pensée bulle était déjà ancrée? Ah oui, oui, oui. Bon, c'est au fond, Paul Bury et André Balthazar habitaient ici la région et ont voulu fuir les fumées, etc., de la région minière qui était la Louvière. Et ils ont loué une petite fermette, mais sans eau ni électricité, et ils se sont réunis entre amis, puis ils ont fait des discours un petit peu, justement, comme les surréalistes. Et alors, à cette pensée qui s'est développée petit à petit, puisqu'ils pensaient tous les deux, ils ont créé, il fallait un moniteur pour la transmettre. Et c'est à ce moment-là, en mars 57, qu'est sorti la première revue, le premier numéro de la revue. Vous l'avez ici? Vous pouvez me le montrer? Là-haut,